La fécondité est un choix très important pour comprendre le développement, et en particulier le développement sur le long terme. En particulier, la transition démographique d'un passage d'une fécondité élevée à une fécondité basse est un des points importants qui nous a fait passer d'un régime de stagnation malthusien à un régime de croissance prolongée. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse au choix de fécondité des populations. Deux grands déterminants de la fécondité que j'étudie sont d'une part l'incertitude économique et comment l'incertitude économique peut influencer les choix de fécondité et peut les influencer de diverses manières en fonction du contexte. Et deuxièmement, les normes culturelles, la persistance ou la convergence culturelle, comprendre comment cela fonctionne, quel est l'effet de la persistance culturelle sur la fécondité est vraiment clé pour pouvoir répondre aux questions de développement de long terme. C'est une question à laquelle je me suis intéressé dans le dernier article de ma thèse, en fait, qui a été publié il y a ça 3 ans maintenant. Et donc, mais je ne suis pas du tout le seul à m'être intéressé à cet aspect. Il y a énormément d'articles maintenant qui ont regardé à l'assimilation culturelle des immigrés en termes de comportement et qui trouvent généralement que effectivement le comportement des immigrés, que ce soit souvent en termes de participation au marché du travail des femmes ou de fécondité, ce sont des comportements qui ont été beaucoup étudiés, tend à converger vers celui des majorités. Donc les migrants de première génération ont tendance à avoir une différence importante, mais déjà les migrants de seconde génération vont converger très, très vite. Donc la convergence culturelle se fait très rapidement. Ce que moi j'ai regardé en particulier, ça concerne les choix de fécondité, et c'est aussi pour comprendre un peu comment la convergence culturelle se produit. Et pour cela, j'ai différencié entre différents types de décisions de fécondité. Et en particulier, au lieu de regarder la fécondité complète d'une femme, c'est-à-dire la fécondité qu'elle aura atteint une fois qu'elle a 40-45 ans, et donc elle aura terminé ses plans de fécondité, disons, j'ai regardé les dates auxquelles ces femmes avaient eu leurs enfants, pour essayer de comprendre si les normes culturelles, le fait de venir d'un pays ou avoir une culture où le fait d'avoir plus d'enfants ou d'avoir beaucoup d'enfants est quelque chose de socialement accepté, avait une influence différente sur le le moment où on désire avoir un premier enfant, un deuxième enfant ou un troisième enfant. Donc j'ai essayé de décomposer cet effet culturel sur la fécondité totale, que je savais exister, avait été démontré par d'autres chercheurs, et essayer de voir s'il existait sur chacune de ces décisions individuelles, quand avoir un premier enfant, quand avoir un deuxième enfant et quand avoir un troisième enfant. Pour faire ça, j'utilise une méthodologie qui a été utilisée par d'autres avant moi, qui s'appelle l'approche épidémiologique, qui, en gros, utilise la fécondité dans les pays d'origine, comme un bon indicateur de la norme culturelle des femmes immigrées. Et donc dans le cas de mon article, les femmes immigrées arrivant en France ou aux États-Unis. C'est les deux pays que j'ai regardés. Et donc ce dont on s'aperçoit, et qui est intéressant, c'est que ces normes culturelles, elles vont avoir aucun effet sur le moment auquel les femmes désirent avoir un premier enfant ou un deuxième enfant. Et l'entièreté de l'effet se passe sur la probabilité d'avoir un troisième enfant. Et ce qui est intéressant, parce que ça nous dit que, en gros, la convergence culturelle, elle est totale en ce qui concerne la décision d'avoir un premier enfant ou un deuxième enfant.
Donc il n'y a pas de différence dans la date à laquelle, ou l'âge auquel les femmes immigrées en France ou immigrées aux États-Unis rentrent dans la vie parentale. Par contre, et ça c'est attendu, elles ont tendance à avoir plus d'enfants au total. Donc pourquoi c'est important? Parce que la date à laquelle, ou l'âge à laquelle on commence la parentalité, c'est une décision qui a des effets vraiment importants. Parce que ça peut avoir des effets sur l'accumulation de capital humain, le fait de faire des études longues, par exemple. Ça peut avoir des effets sur le début de carrière, le fait qu'on est sur une carrière professionnelle vue comme importante, ou si l'on est sur ce que l'on appelle la mommy track, donc la voie des mamans, où l'aspect professionnel serait mis au deuxième plan. Alors que, de manière comparée, la décision d'avoir un troisième enfant, plutôt que deux, marginalement, a beaucoup moins d'impact. Donc ce que l'on peut déduire de cette recherche, c'est qu'il semblerait que la convergence culturelle dépend des incitants économiques. S'il y a un fort incitant à la convergence culturelle, comme c'est le cas pour l'âge au premier enfant, alors elle arrive très très vite. Si l'incitant économique, donc le coût d'avoir un troisième enfant par rapport à deux, est moins important, alors la persistance culturelle va durer plus longtemps. Donc ça c'est le résultat principal de cette recherche. Nos systèmes de santé, de retraite, sont basés souvent sur la répartition, et donc la taille des cohortes successives peut influencer la soutenabilité de ces systèmes. Typiquement, ce qui s'est passé lors du baby-boom, c'est que la cohorte qui est née juste après-guerre a été beaucoup plus grande que les précédentes et que les suivantes. Ce qui a créé au début ce qu'on appelle un dividende démographique, c'est-à-dire qu'il y avait une plus grande partie de proportion de la population qui rentrait sur le marché du travail, donc plus d'actifs. Donc ça, c'était plutôt un aspect positif de la grande cohorte. Alors que quand cette cohorte s'est mise à vieillir, à prendre sa retraite, ça a augmenter la pression sur les systèmes de redistribution intergénérationnelle, comme les systèmes de santé, les systèmes des pensions. Donc ça, c'est la raison de pourquoi c'est important de le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, de ce qu'on a essayé de faire avec ma co-autrice Paola Gobi à l'ULB dans un papier récent, c'est de mettre ensemble les divers facteurs qui ont été abordés pour expliquer ce phénomène, et d'en ajouter un nouveau qui nous semblait manquer jusqu'ici et expliquer une partie importante de ce qui s'est passé. Donc la clé pour comprendre le baby-boom d'après-guerre, c'est comprendre que c'est non seulement un baby-boom, qui a non seulement eu un baby-boom après-guerre, mais qui a eu un baby-bust, donc une diminution des naissances assez importante pendant les années 30 et le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce que l'on montre, c'est que durant cette période, l'incertitude économique, que l'on mesure par la variabilité du revenu par habitant, a augmenté à des taux historiques. Donc on n'avait jamais vu ça. Et en fait, on peut lier directement le nombre d'années fécondes vécues par les femmes durant ces périodes d'incertitude importantes et le taux de fécondité qu'elles ont eu au cours de leur vie. Et on voit une très forte corrélation qu'on interprète comme une causalité, avec des méthodes économétriques un peu sophistiquées, entre le niveau d'incertitude que l'on a vécu tout au long de sa vie, tout au long de sa vie féconde, et le nombre d'enfants que l'on a eu au total. Et donc, en termes quantitatifs, on estime que la différence d'incertitude économique entre les femmes qui sont nées dans les années 1915 et ont vécu la plupart de leur vie féconde pendant la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale
ont eu une fécondité d'environ un enfant de moins que celles qui sont nées vers 1935 et ont vécu leur vie féconde après-guerre. Et de cet enfant de différence, l'incertitude économique peut expliquer à peu près un tiers. Donc ce qui vient en complément d'autres explications qui ont été abordées par d'autres scientifiques pour expliquer les variations de fécondité. Les autres explications qui sont la différence de mortalité en couche, donc de mortalité maternelle, la différence de mortalité infantile, mais aussi la plus forte participation au marché du travail des femmes pour expliquer la baisse de fécondité après le baby-boom, ainsi que l'introduction de la pilule contraceptive et de l'avortement, encore une fois pour expliquer la diminution de la fécondité après le baby-boom. Alors j'ai pas mal travaillé sur ce sujet depuis ma thèse en fait. Ma thèse était exactement sur ce sujet. Et donc j'ai plusieurs réponses à donner. Avec Paolo Melindi Guidi, qui est maître de conférence ici à Nanterre, on a écrit un papier, il y a de ça presque 10 ans maintenant, pour explorer les différences de fécondité entre groupes raciaux aux États-Unis. Et en particulier pour expliquer pourquoi une minorité, la minorité noire en particulier, et la minorité hispanique, avaient une fécondité plus élevée que celle de la majorité blanche, alors que la minorité asiatique avait tendance à avoir une fécondité même plus faible que celle de la majorité blanche. Et donc pour répondre à cette question, on a développé un modèle théorique pour expliquer la fécondité, dans lequel en fait la production de revenus dépend de la rencontre entre des gens dans la société. Donc un petit peu, ça peut être, on peut penser au marché du travail où un employé doit rencontrer un employeur ou des partenaires plus égaux, mais en tout cas il faut être plusieurs pour ce processus de production de richesse, de valeur. Et ce que l'on a mis dans le modèle quelque part, c'est que il y a la productivité des rencontres entre groupes n'est pas la même que la productivité des rencontres intra-groupes. Et en fait, peu importe si cette productivité est plus importante ou moins importante, ce qui est le facteur essentiel, c'est le fait que ces productivités soient différentes. Parce que ça crée une différence d'incertitude par rapport aux revenus de ces rencontres. Et en particulier, l'incertitude liée aux rencontres en dehors du groupe va être plus importante que celle à l'intérieur du groupe. Et ce mécanisme, couplé au fait que la fécondité est vue dans ce modèle comme un mécanisme d'assurance contre l'incertitude, va amener les minorités de taille moyenne à avoir une fécondité plus importante, à la fois que les majorités et que les petits groupes. Et le mécanisme, en fait, pourquoi cela s'explique ? Parce que ces groupes de moyenne taille vont avoir la plus grande incertitude par rapport à la productivité de leur rencontre. Et cela vient du fait que les majorités sont presque sûres d'avoir des rencontres à l'intérieur de la majorité, du fait d'être une majorité quelque part, et les minorités sont presque sûres d'avoir des rencontres à l'extérieur de leur minorité. Donc aux deux extrêmes de la distribution, on a un niveau de certitude assez élevé. Par contre, au milieu de la distribution, quand on est un groupe de taille moyenne, la différence de productivité entre intragroupe et en dehors du groupe, enfin, l'incertitude concernant cette productivité est la plus grande. Donc ça, c'est une première réponse à la question pourquoi les minorités et les majorités n'ont pas le même type de fécondité. Et c'est plus dans le contexte
L'exercice que l'on a fait, en tout cas, c'est de calquer, de trouver les paramètres qui nous permettent de reproduire les patterns de fécondité aux États-Unis. On apporte une deuxième réponse dans un article que j'ai écrit plus récemment avec Emeline Bezin qui est à Paris School of Economics et David Delacroix qui est à l'UC Louvain, où on s'intéresse à vraiment un autre cas, un cas plus de pays en développement où les droits de propriété ne sont pas très forts, ne sont pas très respectés, et donc ça donne lieu à un conflit sur l'appropriation des ressources. Et donc dans ce cadre-là, dans le cadre de conflit dans l'appropriation des ressources, il y a quelque part un avantage pour des groupes, soit ethniques, soit religieux, de se coordonner pour gagner le conflit d'appropriation des ressources. Et ça, c'est un papier un peu classique de Population as Power, où la fécondité, parce qu'elle permet de devenir un plus grand groupe, et donc à terme de s'approprier une plus grande partie des ressources, la fécondité des minorités est plus grande que celle des majorités. Ce que l'on a fait avec David et Emeline, c'est de garder cette idée, mais en se disant qu'est-ce qui se passe si, en plus de la taille du groupe, le niveau d'éducation du groupe compte pour l'appropriation des ressources. Et c'était basé sur quelques anecdotes historiques, en fait, et en particulier celle qui veut que la victoire de l'armée prusse en 1870 à Sedan soit due au niveau d'éducation de cette armée, du fait qu'ils avaient en fait investi massivement dans l'enseignement primaire. Et un autre élément qui nous a fait nous poser la question sur l'effet du capital humain dans la fonction d'appropriation, c'est l'exemple de l'Indonésie, qui est l'exemple que l'on regarde numériquement dans les données qu'on essaye de reproduire, où en fait l'éducation est vue dans une société où la corruption de la classe politique est assez généralisée. L'éducation est vue comme un moyen d'accéder à des postes administratifs, des postes élus, qui permettent de récolter des rentes, de récolter de l'argent public sous forme de salaire, sous forme de pension, sous forme d'investissement. Ils appellent ça les projects, en fait, ce qui est la traduction de projet. Mais donc, c'est très connu qu'on peut manipuler cet argent-là, mais il faut avoir un diplôme pour pouvoir aspirer à ces fonctions-là. Et donc, ce que nous avons fait, c'est d'élargir le modèle d'appropriation de ressources en ajoutant au choix de fécondité le choix d'éducation. Et l'éducation rentre dans la fonction d'appropriation des ressources. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a cela change les résultats du modèle classique dans le sens où il va être important non seulement d'investir dans la fécondité, mais aussi dans l'éducation. Ce qui est un peu le contraire du résultat classique de la théorie de Becker de trade-off qualité-quantité. Dans ce papier-là, dans ce modèle-là, on a ce qu'on appelle un trade-off quantité-qualité inversé. Les petits groupes vont avoir tendance à investir plus et en fécondité et en fertilité, en fécondité et en éducation, et c'est ce qu'on trouve effectivement dans les données de recensement indonésien. À la différence il y a quand même une petite exception, c'est le fait que les toutes petites minorités ont un comportement qui est vraiment différent des groupes de taille moyenne. Ils vont avoir tendance à avoir une fécondité beaucoup plus faible, mais alors par contre compensée par un investissement en éducation très important. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre modèle permet aussi d'expliquer ça. En particulier, on peut rendre la coordination en groupe endogène.
Et si on rend cette coordination en groupe endogène, ce qui se passe, c'est que les grands groupes, ça va être relativement coûteux pour eux et pas très intéressant de se coordonner. Et donc, du coup, ils vont avoir tendance à ne pas avoir de normes, à ne pas avoir à ne pas internaliser vraiment le côté stratégique des choix de fécondité et d'éducation. En revanche, pour les petits et voire tout petits groupes, ce coût-là va être intéressant à payer parce que les gains de la coordination vont être très importants. Et donc, on arrive à vraiment reproduire le schéma des choix de fécondité et des choix d'éducation que l'on observe dans le recensement, dans les données de recensement indonésien.